Pour moi, le juriste augmenté, c'est un juriste en entreprise en tout cas, puisque j'ai une expérience de directeur juridique d'entreprise qui combine probablement 3 caractéristiques fondamentales qui sont des caractéristiques qui touchent à sa personne, à l'environnement industriel dans lequel il va devoir évoluer, et puis une compétence qui tient compte de l'évolution des technologies autour des métiers du droit qu'il devra prendre en compte. Alors, les caractéristiques personnelles, pour revenir sur la première, sont des caractéristiques d'adaptabilité pour les jeunes juristes, ce qu'on a appelé dans l'étude de l'EDEC les soft skills, qui sont liés à un environnement multiculturel dans lequel il va devoir évoluer, qui est lié à la transformation de l'entreprise aujourd'hui et à ses modes opératoires sur lesquels je pourrais revenir. Ces compétences particulières d'adaptabilité, qui sont ces soft skills, doivent lui permettre à ce jeune juriste, en fait, au moment de son recrutement, de montrer son adaptabilité à un environnement duquel il n'est peut-être pas familier, mais dans lequel il va devoir trouver sa place. Et ce sont ses compétences personnelles, caractéristiques propres, qui lui permettront de trouver cette place. Ça veut dire qu'il devra comprendre l'environnement dans lequel il évolue, s'y adapter, comprendre le business model qui est celui de l'entreprise dans lequel il sera. J'insistais tout à l'heure en introduction sur le caractère multiculturel de son environnement. C'est maintenant une donnée de base et puis ça fait partie de la formation également des juristes auxquels on peut faire appel. C'est-à-dire qu'il sera appelé aujourd'hui à travailler dans un environnement français, demain en liaison avec des étrangers qui seront de toute nationalité et de toute compétence. Et ça, c'est fondamental pour qu'il trouve sa place et il puisse valoriser en fait son expertise juridique qui est issue de sa formation ou des premiers pas qu'il aura pu faire dans d'autres entreprises ou en cabinet d'avocats. Cette adaptabilité, elle se caractérise donc par la capacité qu'il aura à s'intégrer dans des équipes et à valoriser l'expertise particulière qui est une donnée de base chez lui maintenant, compte tenu des formations qui sont proposées aux juristes, sur laquelle la compétence ne sera pas questionnée du tout, parce qu'elle préexiste au recrutement. Et donc, ce qui fera la différence entre des juristes de compétences équivalentes jeunes juristes seront souvent les qualités personnelles que chacun sera capable de mettre en œuvre pour s'approprier en fait l'environnement professionnel dans lequel il évoluera. Et cet environnement professionnel, c'est la nouvelle caractéristique de l'entreprise qu'il aura besoin de maîtriser, auquel il aura été préparé le cas échéant, qui est une entreprise mondialisée, avec un centre névralgique de direction générale, mais des centres de décision très souvent décentralisés en fonction des opérations des entreprises qui peuvent être très variables et qu'on retrouve de manière à peu près systématique, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise, dans un environnement, et je reviens dessus, multiculturel, avec des interlocuteurs qui interviendront souvent en mode projet. Donc il va se trouver non plus dans une organisation verticalisée, mais souvent, du fait du mode projet, dans une organisation transversale, où il devra valoriser sa compétence. Ça, c'est le deuxième aspect, il me semble, des compétences qui sont requises, qu'il développera au fur et à mesure de sa progression dans l'entreprise, que l'étude qui a été faite avait appelé les business skills. Et le troisième élément, qui est un élément lourd aujourd'hui dans l'environnement professionnel du juriste d'entreprise, mais également d'avocat, c'est l'impact de la technologie numérique. Cette technologie numérique, elle commence à être introduite de manière beaucoup plus importante par différents moyens. Au moment du recrutement, on va demander aux juristes de maîtriser les outils de base de cette technologie numérique parce que ça fait partie des given qu'on demande aux jeunes juristes en entrant et qu'il va devoir développer tout au long de sa carrière, avocat ou en tant qu'avocat ou en entreprise, et qui montreront son adaptabilité également à l'environnement industriel dans lequel il évoluera. Parce que tous ces outils numériques sont des outils qui lui seront propres, mais des outils qui viendront de l'extérieur également.
Et donc il faudra qu'ils sachent les utiliser justement pour participer à cette transversalité de l'organisation de l'entreprise beaucoup plus que par organisation verticale comme c'était le cas. Donc il faudra qu'ils se forment en permanence, qu'ils soient un architecte également des moyens numériques mis en œuvre, pas de nécessité de devenir le codeur qu'on peut imaginer parce que le numérique restera un outil, un accessoire valorisant en fait l'expertise qu'il mettra en œuvre. Et donc je pense que c'est cette combinaison de ces trois caractéristiques propres du juriste qu'on va retrouver à différents stades de son développement dans l'entreprise, plus ou moins accentué pour l'un par rapport aux autres au moment du recrutement, et puis qui vont, parce que ça fera partie des acquis, laisser la place au développement d'autres, les business skills ou la compétence digitale, et qui vont participer en fait à sa croissance dans l'entreprise, au pouvoir qu'il prendra dans l'entreprise. Et la combinaison des trois fera du juriste le business partner attendu dans les groupes projets qui pourront se constituer dans son niveau d'expertise. Lors d'un entretien de recrutement, ce qu'on va essayer de détecter chez les candidats, ça va être les éléments différenciants et la sincérité dans la présentation qu'il pourra faire de son parcours, de sa formation, de son intérêt pour l'entreprise, de la façon dont il conçoit son rôle et de la façon dont il va pouvoir s'intégrer dans l'entreprise. Ça va être un jeu de questions-réponses qui vont permettre de détecter en fait la capacité du candidat à s'intégrer et à présenter son parcours ou ses questions de manière à se différencier, à présenter une personnalité qui permettra de voir si cette personnalité colle avec l'idée qu'on peut se faire soi-même subjective souvent, mais avec le maximum de critères objectifs malgré tout, pour voir comment il peut s'intégrer dans un groupe, travailler en groupe, comment son expertise s'intègre dans les projets que je mentionnais tout à l'heure. Est-ce qu'il va être capable de recevoir de l'information, prendre de l'information, la traiter, la restituer avec de la valeur ajoutée qui met en œuvre une expertise qui est la sienne et qui est de base, raison pour laquelle on le recrute. Et c'est ces éléments un peu intuitifs, peut-être un peu subjectifs, qu'on va essayer de tester au cours de l'entretien pour savoir si oui ou non il y a adéquation entre le besoin et la ressource qu'il présente au travers de sa personne, indépendamment de critères qui seront propres mis en œuvre par les ressources humaines, par d'autres personnes. Ce qu'on essaiera de détecter donc lors de ces entretiens, c'est cette capacité à s'intégrer dans les équipes, à montrer son engagement dans l'activité qu'il aura au service de l'entreprise. Donc, il faudra qu'il démontre un intérêt pour le secteur d'activité dans lequel il postule, par des questions simples qui révéleront si oui ou non son intérêt pour l'entreprise sera capable de porter son expertise. Pour moi, c'est assez important parce qu'à la fin, une expertise égale une autre expertise, et ce qui fait la différence, c'est l'engagement qu'on est capable de donner au service d'une entreprise. La conscience professionnelle qu'on met dans son activité, sa capacité à travailler de manière transverse, d'intégrer les compétences des autres pour construire avec ses moyens le projet commun. Ça, c'est fondamental. Et c'est ça qu'on va essayer de détecter à titre principal, je pense, dans l'entretien à compétences équivalentes. Compétence qui pourra être focalisée sur la compétence juridique, bien entendu, qui est une compétence souvent de base, d'un système juridique de base, complétée par des études à l'étranger, Erasmus qu'on fait, ou dans une école avec des masters en business qu'on peut faire à l'EDEC ou dans d'autres écoles. Les doubles formations seront privilégiées. Les langues, évidemment, montreront l'aspect multiculturel
de l'expertise du candidat. Et puis, on appréciera également son parcours au travers des expériences, quelles qu'elles soient, qu'il a pu mener et de la façon qu'il aura de restituer ces expériences. On peut avoir une expérience dans une ONG, une expérience dans un service juridique déjà, mais il faut être capable de parler de manière pratique, simple, directe, de ce qu'on a fait et de ce qu'on souhaite faire, et de la façon dont on se positionne. Ça me paraît essentiel pour avoir une première approche différenciante des différents candidats qui peuvent postuler pour un même poste. L'attrait de la fonction juridique en entreprise pour un jeune juriste, en fait, a augmenté ces dernières années, probablement par opposition à la carrière d'avocat stricto sensu, parce que le rôle et le positionnement des directions juridiques au sein des entreprises françaises en particulier a beaucoup évolué. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai vu le rôle de directeur juridique évoluer, de juriste et de directeur juridique évoluer. Pourquoi? Parce que l'entreprise a changé. Et c'est fondamentalement parce que l'entreprise change que le rôle et le positionnement du juriste et de la direction juridique changent, parce qu'elle accompagne tous les mouvements de l'entreprise et de la direction générale. C'est tellement vrai qu'il y a quelques années, effectivement, on pouvait concevoir le métier de juriste comme un métier, enfin quelques dizaines d'années auparavant, comme un métier de contentieux, de règlement de différends. Aujourd'hui, le rôle du juriste est un rôle qui lui permet de participer à la stratégie de l'entreprise bien en amont de tous les sujets différents avec les clients, les fournisseurs, toutes les contreparties que peut avoir l'entreprise. Parce que la direction juridique, avec les différents rôles qu'elle a pris dans un univers mondialisé de l'entreprise, s'est hissée, dans la plupart des cas aujourd'hui, à un niveau de direction générale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle participe directement à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise avec ses compétences. Et donc on retrouve la direction juridique la plupart du temps au travers de la personne de son directeur juridique dans les différents comités décisionnaires centraux de l'entreprise qui sont ce que je mentionnais tout à l'heure, le centre névralgique de l'entreprise. L'entreprise au cœur de ce dispositif, au cœur du réacteur et dans les opérations, dans les groupes projets qui peuvent se former pour la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise. Au niveau de la direction générale, de plus en plus, les directeurs juridiques sont membres des comités exécutifs, des comités d'investissement, des comités financiers, des comités risque et compliance, parce qu'ils incarnent en fait une vision stratégique et de maîtrise du risque de l'entreprise. Et donc, ils sont là pour mettre en œuvre et pour apprécier les risques, la façon dont l'entreprise prend les risques, maîtrise ses risques et les gère dans le cadre de ses opérations. Et du coup, l'entreprise aujourd'hui s'appuie sur la direction juridique dans des domaines qui sont, à mon avis, qu'on peut présenter en 4 ou 5 domaines qui sont les siens. Le domaine de l'expertise classique, avec toutes les pratiques juridiques qu'on peut retrouver dans la fonction juridique telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire pour commencer par celui-ci, parce que c'est le plus ancien, le contentieux, mais le droit des sociétés, le droit boursier, le droit de la concurrence. Ce premier domaine d'expertise est complété par une fonction qui est en plein cours de développement de compliance. La direction juridique est très associée au développement de la compliance et souvent en est l'artisan, dans une fonction spécialisée qui répond aux normes réglementaires qu'on connaît maintenant relativement bien, qu'elles soient françaises ou étrangères. Il y a un troisième secteur qui pour moi est un secteur essentiel qui montre que la direction juridique est également dans les opérations, c'est ce qu'on appelle le contract management, qui est la gestion qu'on voit dans les entreprises qui ont des grands contrats pluriannuels la plupart du temps, qui mélangent systèmes, produits et services, et qui permet en fait de s'assurer de la bonne exécution d'un contrat, de l'appel d'offres, de la première négociation jusqu'à l'extinction de la dernière garantie, dans un contexte où les compétences juridiques sont essentielles, mais pas que.
parce que ça fait appel à des compétences financières ou de gestion de projet également. Et du coup, la direction financière, avec cette compétence particulière qui peut lui être attachée, peut se retrouver dans des domaines qui ne sont pas l'apanage exclusif des juristes. Un quatrième domaine, qui est un domaine essentiel également, c'est la relation avec les contreparties de l'entreprise, et typiquement dans les entreprises où le capital est relativement ouvert, la gestion de la relation avec les investisseurs, les grands actionnaires, pour s'assurer en fait de la permanence d'un capital qui adhère au projet de l'entreprise porté par sa direction générale, qui est capable de lui rendre compte. Et en fonction du dialogue qu'il y a avec ces investisseurs, on se retrouve dans des problématiques qui sont des problématiques un peu nouvelles, parce qu'elles arrivent d'outre-Atlantique à flot continu, c'est le sujet d'activisme actionnarial. Donc fondamentalement, d'une compétence qui était une compétence extrêmement ciblée sur des problématiques de pratique juridique, la direction juridique s'est ouverte pour embrasser des compétences beaucoup plus larges qui sont beaucoup plus opérationnelles, liées à des problématiques d'entreprise très fortes dont elle a la maîtrise, dont elle assure la maîtrise en liaison avec d'autres services très importants qui sont les directions financières, parce que la direction juridique est le partenaire naturel de la direction financière, de la direction de la stratégie, de la RSE, le cas échéant, pour toutes les grandes problématiques liées à l'évolution et du fonctionnement du rôle de l'entreprise, de son rôle social et de la conduite de ses opérations. Et donc le juriste aujourd'hui qui rentre dans une entreprise qui est une entreprise qui est généralement un groupe qui, quand il est français, ne réalise qu'une partie relativement faible, en tout cas souvent inférieure à 50% de son chiffre d'affaires, va se retrouver dans un environnement ouvert, avec des passerelles importantes vers les autres fonctions qu'il devra maîtriser pour assurer le développement en fait, de la stratégie de l'entreprise, la protection de ses actifs et des personnes et leur valorisation. Et c'est le rôle de la direction juridique aujourd'hui en tant que gestionnaire de risque, business partner, de s'assurer de l'effectivité de cette mission au travers du directeur juridique quand il est membre de ces comités, et puis de l'expertise mise en œuvre et de la capacité des juristes à travailler sur les projets communs aux autres fonctions de l'entreprise pour assurer en fait à l'entreprise la place qui lui revient dans ses métiers. Pour illustrer ces quatre principaux domaines, enfin les quatre grands domaines en tout cas que je peux identifier dans les directions juridiques, on peut trouver quelques exemples pratiques. Pour, par exemple, le dernier d'entre eux, la relation avec les investisseurs, la relation actionnariale qui s'exprime la plupart du temps au travers des assemblées générales. Dans le groupe Lagardère auquel j'appartiens, on est confronté, comme d'autres groupes français, à un activisme actionnarial qui fait la presse aujourd'hui, la presse économique et financière. Donc notre rôle, nous, c'est de prévenir les risques liés à l'impact de ces activistes dans les assemblées générales, dans le fonctionnement de l'entreprise, prendre en compte, le cas échéant, les suggestions qu'ils peuvent faire avec la direction générale, voir l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise, et puis gérer cette relation de manière générale, dans le sens où ce qui est important pour l'entreprise à la fin, c'est que les résolutions qu'elle propose, par exemple, à l'Assemblée générale, soient votées conformément à ses objectifs stratégiques et industriels. Donc, s'assurer en amont que il y a une majorité qui sera là pour voter ces résolutions. Un autre aspect que je mentionnais tout à l'heure dans les rôles de la direction juridique, c'est les expertises de base. Dans les expertises de base, dès lors que les sujets sont d'importance groupe et remontent à la direction juridique centrale pour être traités parce que l'impact en termes d'image, en termes financiers est suffisant, on travaille en liaison avec les juristes opérationnels pour les grands contentieux, par exemple, des grands contentieux qui peuvent être de grands arbitrages internationaux, et des équipes projets, encore une fois, se mettent en place avec des moyens dédiés qui sont à la fois des moyens
informatique pour créer des plateformes d'échanges rapides, des moyens financiers et des moyens humains pour gérer ces contentieux, avec en support la direction générale informée régulièrement de leur état d'avancement et d'ailleurs pour lesquels on doit rendre compte dans les documents de référence qui sont mis à jour chaque année à l'occasion des assemblées générales. Pour ce qui concerne par exemple la compliance, qui est un élément essentiel aujourd'hui dans l'ossature de l'entreprise, la direction juridique intervient dans plusieurs domaines. Ça peut être la compliance anticorruption, bien entendu, puisqu'elle est soumise, du fait de son activité mondialisée, à des emprises juridictionnelles qui peuvent venir de toutes parts, françaises, américaines, anglaises ou locales en fonction des opérations. Donc les programmes mis en œuvre et l'effectivité de ces programmes est assurée en liaison avec d'autres services, mais coordonnée par la direction juridique au travers de cette compétence dédiée de compliance. Et puis un autre élément, par exemple, dans le contract management, lorsque vous répondez à de grands appels d'offres internationaux, l'organisation de ces appels d'offres peut passer dans des comités pour savoir s'ils sont stratégiquement et financièrement intéressants pour l'entreprise. Là, on apporte notre savoir-faire dans l'appréciation qu'on peut porter sur ces appels d'offres, la façon dont ils sont conçus et la manière d'y répondre. Ensuite, il y a la phase de réponse à l'appel d'offres qui est préparée avec tous, et donc par l'expérience, on voit quelles sont les possibilités de négociation et la façon de répondre en étant compliance, mise en œuvre, contractualisation, puis exécution, suivi de l'exécution, pour s'assurer que en fait, les droits de l'entreprise sont bien pris en compte et que les besoins exprimés par le client sont satisfaits de manière optimale pour le client et pour l'entreprise dans les cadres des enveloppes financières et industrielles qui étaient fixées. En synthèse, il me semble que l'entreprise offre des opportunités de carrière et de développement qui sont plus importantes que jamais pour les jeunes juristes. Parce que l'entreprise est globalisée, parce qu'elle est multiculturelle et elle offre des possibilités aux jeunes juristes de rentrer dans une pratique au sein de la direction juridique, d'évoluer dans différents domaines de la fonction juridique que j'ai évoqués, mais aussi de changer de fonction. On sait que les jeunes aujourd'hui, juristes en particulier, qui rentrent sur le marché du travail, auront 2, 3, 4 vies professionnelles. C'est des vies qui peuvent leur être assurées par l'entreprise. Un facteur de développement important aussi pour le jeune juriste d'entreprise serait peut-être en fait d'avoir un statut de revendiqué aujourd'hui par la profession de juriste d'entreprise qui lui permettrait de mieux exercer et par la confidentialité qu'il pourrait attacher à certains des avis qu'il rend au profit de son entreprise. Et par ailleurs, un statut plus harmonisé et qui fait des passerelles entre les différents métiers du droit me paraîtrait fort utile parce qu'au travers de la formation, compte tenu du nombre et de l'intérêt particulier que pourrait avoir un juriste pour un mode d'exercice différencié au cours de sa carrière, en étant magistrat, avocat, juriste d'entreprise le cas échéant, l'entreprise pourrait en bénéficier également parce qu'elle aurait une multiplicité de talents et d'expertise qu'elle pourrait sélectionner à des moments cruciaux de son développement en favorisant justement l'aspect plutôt conseil externe au travers de l'avocat, magistrat, etc. Ça s'est développé un peu, c'est balbutiant en France, ça existe de manière beaucoup plus forte à l'étranger, dans d'autres pays européens, Allemagne, Angleterre, aux États-Unis. Et si la France veut être une place attractive par le droit, il faut qu'elle, je crois, elle crée ce statut de juriste d'entreprise, matérialise les opportunités de développement que l'entreprise peut offrir à ces jeunes juristes et puis rapproche les professions du droit pour créer un environnement stable pour les grandes entreprises étrangères qui pourraient venir investir en France et un environnement beaucoup plus prévisible qu'il ne l'est aujourd'hui.